Pour ce 13e épisode, nous allons parler de l'industrie du chemin de fer. Nous allons voir ce qui est favorable et défavorable pour ce secteur d'activité. Je vais aussi vous parler de Hunter Harrison, un personnage qui a été très important pour plusieurs entreprises de cette industrie. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La Vraie Valeur. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de La Vraie Valeur, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier pour moi, qui est l'industrie du chemin de fer. Je dis un peu particulier parce qu'il y a une semaine, je ne connaissais rien de cette industrie-là. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je me suis inscrit pour entrer dans le fonds de placement à HEC. Et il fallait que je fasse l'analyse de la compagnie CN. Donc il fallait entre autres que je fasse une analyse de l'industrie. J'ai donc travaillé très fort parce que j'avais seulement une journée pour tout préparer ça, mais heureusement j'ai été accepté. Et d'ailleurs, je salue les membres du groupe qui m'écoutent en ce moment. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous partager qu'est-ce que j'ai appris à propos de l'industrie du chemin de fer. Je ne vais pas vous parler en particulier de l'entreprise du CN, mais je pourrais garder ça pour un autre épisode. Donc en premier, j'aimerais commencer avec une entrevue que CNBC a faite avec Warren Buffett, où l'animateur a demandé à M. Buffett s'il était tout seul sur une île déserte, ce serait quoi le seul indicateur économique qu'il aimerait avoir? Là, Warren Buffett a répondu que ce serait le chargement des wagons de marchandises. Parce que selon lui, ça donnerait une vue globale sur l'économie. Donc, il pourrait voir les matières premières, les intrants et les produits finis qui circulent dans l'économie. En effet, les trains sont responsables à 43% de tous les transports de marchandises. Donc, on peut facilement voir la demande de la population. On peut voir qu'est-ce qui sort des usines. On peut voir qu'est-ce qui est extrait des sols. Donc, ça donne une bonne vue globale sur l'économie. Et cet indicateur-là, on peut le retrouver simplement en analysant les produits d'exploitation d'une entreprise. Donc, par exemple, si on va dans le deuxième rapport trimestriel de 2020 de la compagnie CN, il y a un tableau avec toutes les matières transportées et on peut voir quels revenus ils ont générés pour l'entreprise pendant ce trimestre-là. On peut voir que pas mal tout ont descendu, sauf les produits céréaliers. Ça, je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Qu'est-ce qui est favorable pour l'industrie en général? C'est vraiment l'impact environnemental du réseau ferroviaire. C'est un gros argument pour les compagnies du chemin de fer, parce qu'un train pollue environ 4 fois moins qu'un semi-remorque. Dans une autre entrevue de CNBC avec Warren Buffett, à propos de l'acquisition de BNSF, donc Burlington Northern Santa Fe, qui est une compagnie de chemin de fer américaine. Elle a été acquise par Berkshire Hathaway. Donc, dans cette entrevue-là, Buffett il dit que la compagnie, avec 1 tonne de marchandises et 1 gallon de diesel, elle peut parcourir une distance de 470 miles. Donc, c'est beaucoup comparé à un semi-remorque. Puis aussi, Buffett il dit que ça diminue la congestion sur les routes, qui est un autre avantage pour les chemins de fer. Aussi, il y a une grosse barrière à l'entrée. C'est pas n'importe qui peut décider du jour au lendemain de se lancer une compagnie de chemin de fer puis de construire des chemins. On peut apercevoir un certain duopole entre les régions. Par exemple, au Canada, il y a CN, donc Canadian National, et il y a CP, donc Canadian Pacific. Aux États-Unis, dans l'ouest et dans le milieu des États-Unis, il y a surtout le Burlington Northern Santa Fe et le Union Pacific. Et dans l'est, on aurait par exemple CSX. Maintenant, qu'est-ce qui peut être défavorable pour l'industrie en général? En premier, il y a l'électrification des semi-remorques. Donc, comme vous savez, il y a Tesla qui va sortir le semi-remorque Semi, dont la production va débuter en 2021. Puis ce semi-remorque-là va être 100% électrique. Donc, il ne consommera plus d'essence. Donc, ça va coûter, premièrement, beaucoup moins cher aux compagnies de transport par camion. Et l'un de leurs principaux coûts d'exploitation, c'est le salaire des conducteurs. Donc, si dans le futur, les semi-remorques sont capables de se conduire tout seuls, donc avec l'autopilote, on n'aura plus besoin de payer un conducteur. Et alors, ça deviendra moins cher de faire transporter de la marchandise par camion que par un train. Bien sûr, les trains pourraient aussi devenir électriques. Par contre, on ne verra pas une grosse différence au niveau des bénéfices parce qu'il faudra quand même qu'ils payent l'électricité. Et vu qu'ils consomment beaucoup moins d'essence qu'un semi-remorque, ben, il va y avoir une moins grosse différence.
Deuxièmement, on a les pipelines qui peuvent nuire à l'industrie du chemin de fer. Donc, comme vous savez, des pipelines, ça peut transporter du pétrole, par exemple. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait le projet EnergyS qui devait transporter des sables bitumineux de l'Alberta jusqu'au Nouveau-Brunswick. Mais si on a des endroits comme le Québec qui refusent des projets comme ça, ben ça donne un certain avantage aux compagnies de chemin de fer. Troisièmement, l'un des plus gros risques, c'est les produits transportés. Donc par là, je veux dire, si on regarde par exemple la compagnie du CN, les matières qu'elle transporte, on a les produits pétroliers et chimiques, on a les métaux et minéraux, on a des produits forestiers, du charbon, des produits céréaliers et engrais, intermodal, qui signifie toute la marchandise, qu'est-ce qui sort des usines, et des véhicules automobiles. Donc, les trois produits principaux transportés par l'OCN, disons, ça serait les produits pétroliers et chimiques, l'intermodal et les produits céréaliers et engrais. Et ça, c'est un problème parce que les produits pétroliers varient beaucoup selon la demande et ça varie aussi en temps de crise. Il y a aussi l'intermodal qui varie parce que moins qu'il y a de consommation, plus la demande diminue et moins les usines produisent, donc il y a moins de transport en général de produits. Le troisième, les produits céréaliers et engrais, c'est le seul dans toute la liste que je vous ai dit qui va rester stable, que la demande va rester stable. À cause que même s'il y a une crise, même si on est dans des temps plus difficiles, il y a une récession, la population va continuer à se nourrir. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas une grosse variation dans la demande de ces produits-là. De plus, peut-être que dans le futur, on va voir un déclin du pétrole à cause de l'arrivée des véhicules électriques qui semblent prendre de plus en plus de l'ampleur sur le marché. La population semble de plus en plus avoir une conscience environnementale et veulent se tourner vers l'électrique. Donc, ça peut causer un déclin du pétrole et donc des produits d'exploitation des entreprises qui transportent beaucoup de pétrole. Et maintenant, on peut voir un déclin du charbon. Je vais vous mettre la page web du podcast en commentaire. Si vous allez dessus, vous allez voir un graphique qui démontre le déclin du charbon aux États-Unis. Donc, on peut voir qu'on est rendu au même niveau de consommation de charbon qu'en 1975. Et pour les entreprises de chemin de fer qui transportent du charbon, pourraient voir leurs revenus diminuer. Donc, par exemple, pour le CN, on a seulement 5% des revenus qui sont générés par le transport de charbon. Par contre, pour le Union Pacific aux États-Unis, ça représente 13% des produits d'exploitation. On a donc une industrie qui est très sensible à l'économie. Donc, comme je vous ai dit, il y a seulement les produits céréaliers et engrais qui vont rester stables. Tout le monde va continuer à se nourrir. Par contre, tout le reste, ça dépend vraiment de la demande des consommateurs. Si une famille a moins d'argent à cause de, par exemple, la pandémie en ce moment, ben, elle va moins consommer des produits. Donc, il va y avoir moins de produits qui sortent des usines et transportés en train. Si je peux me permettre, j'aimerais bien comparer ce secteur-là avec celle des technos. Donc, pour les entreprises qui utilisent la technologie pour faire parvenir leurs produits aux consommateurs, ils vont peut-être voir une moins grosse variation dans leurs revenus. Je vais prendre pour exemple Netflix en temps de pandémie. Si vous arrêtez de payer votre abonnement parce que vous voulez économiser davantage, ben peut-être que vous aurez plus grand chose à faire parce qu'il y a beaucoup de personnes que le soir ils écoutent un film ou des séries avec Netflix. Donc principalement, c'est pas la première chose qu'ils vont couper dedans. Ça va plus être des dépenses reliées à des achats moins utiles, mais quelque chose qu'ils utilisent à tous les jours, ben, ils vont avoir moins tendance à quitter ce service-là. C'est même pour ça qu'on a vu le nombre d'utilisateurs augmenter pendant la quarantaine, parce que le monde n'avait plus grand-chose à faire. Et ça peut être pareil pour d'autres entreprises comme Spotify. Il y a beaucoup de monde qui écoute de la musique à chaque jour, comme moi, ou des podcasts. Et on aura moins tendance à arrêter l'abonnement vu qu'on l'utilise à tous les jours et qu'on considère ça comme nécessaire dans la vie de tous les jours. Si nous revenons maintenant à l'industrie du chemin de fer, j'aimerais vous parler d'un personnage très important qui a été Hunter Harrison. Donc, je vais vous raconter un peu son histoire en général. Au début, il travaillait à Illinois Central, qui était une grande compagnie ferroviaire aux États-Unis. Puis, en 1998, cette entreprise-là a été achetée par le Canadian National, donc le CN, et en 2003, il est devenu le CEO du CN. C'est à ce moment-là qu'il a introduit le PSR, donc le Precision Scheduled Railroading. Puis ça l'a fait en sorte que le CN a pu surperformer les autres entreprises de 10% par année. Pourquoi? En fait, c'est une question de maximiser les actifs. Pour vous expliquer un peu comment ça marche, c'est une méthode qui laisse
toujours les trains en mouvement. Donc, au lieu d'attendre qu'un train soit complet avec toute la marchandise d'attacher derrière avant qu'il parte, bien là, il y a plusieurs trains qui vont être constamment en mouvement et on va rajouter de la marchandise dès qu'ils arrivent. Donc ça, c'est un grand avantage pour l'entreprise qui lui permet de maximiser ses marges opérationnelles. Par contre, ça désavantage le client parce que le client doit s'adapter à l'horaire du train. Par exemple, si vous appelez une limousine, vous pouvez embarquer dans la limousine quand vous voulez. Elle va vous attendre si vous voulez. Par contre, si vous prenez l'autobus, là, vous devez vous conformer à l'horaire de l'autobus, attendre le matin ou le soir pour aller au travail ou retourner à la maison. Donc, c'est la même chose pour le chemin de fer. Une usine qui veut envoyer sa marchandise au consommateur ou au détaillant, ben, il va devoir attendre que le train arrive avant de pouvoir déposer sa marchandise. Donc ça a été vraiment utile pour le CN qui a permis de se démarquer des autres compagnies de chemin de fer. Monsieur Harrison a pris sa retraite en 2009. Par contre, il y a William Ackman de Pershing Square Capital Management, qui est un hedge fund aux États-Unis, qui était le plus grand actionnaire de Canadian Pacific. Par contre, l'entreprise avait de la misère à concurrencer et Ackman a forcé la mise en place de Harrison pour redresser l'entreprise en instaurant le PSR. Harrison est donc devenu le CEO de Canadian Pacific en 2012 et c'est pour ça qu'on voit les marges opérationnelles de cette entreprise-là augmenter depuis 2012. C'est à cause de l'instauration du PSR. Donc, il ne faut pas se dire « la marge opérationnelle est en constante augmentation ». Là, elle est arrivée autour de 40% et elle devrait se stabiliser comme le Canadian National. En mars 2017, il est ensuite devenu CEO de la compagnie CSX aux États-Unis, qui était aussi en difficulté, mais malheureusement, il décède seulement quelques mois plus tard. Il y a donc beaucoup de compagnies de chemin de fer qui ont opté pour le système du PSR afin d'optimiser leur marge opérationnelle et ainsi avantager les actionnaires. Par contre, il y a seulement le BNSF qui appartient à Berkshire Hathaway qui n'a pas fait ça puisque ce n'est pas une compagnie publique et elle a décidé d'avantager plutôt le client et de voir ses marges opérationnelles augmenter plus tard dans le futur. Pour conclure, vous aurez peut-être remarqué qu'il s'agit d'une industrie très à risque. Elle dépend beaucoup de la demande et il n'y a pas beaucoup de marge pour augmenter la marge opérationnelle des compagnies de chemin de fer. Donc oui, selon moi, on devrait laisser passer le train et on devrait plutôt rechercher des compagnies qui ne dépendent pas autant de la demande, qui n'ont pas beaucoup de dettes mais avec beaucoup d'argent et qui sont vraiment un leader dans leur domaine. J'espère que vous aurez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Pour toute question ou commentaire, vous pouvez laisser un message sur le groupe Facebook ou sinon vous pouvez écrire à info@commercialinvestissementvaleur.com. Je vous invite à vous abonner au podcast afin d'être au courant des nouveaux épisodes qui sortent. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.